Au moment où la Terre sera coupée en deux moitiés, la quasi-totalité des êtres vivants disparaîtront. Aucun film n'a jamais décrit une telle apocalypse. L'atmosphère sera touchée, le champ magnétique modifié et l'aspect de notre planète complètement transformé. Mais la Terre aura l'occasion de se renouveler entièrement et la vie, tel un phénix, renaîtra de ses cendres. Pour couper la planète en deux, un laser super puissant sera nécessaire. Il recevra son énergie directement du Soleil, l'arme sera envoyée dans l'espace à bord d'une fusée et voyagera à des milliers de kilomètres de notre monde. Une fois à destination, il se déploiera pour exposer ses panneaux à sa source lumineuse. Le laser absorbera et concentrera les rayons du Soleil. Ensuite, un puissant faisceau d'énergie, du diamètre de plusieurs villes, sera projeté sur le centre de la planète. En raison des températures extrêmes, les océans traversés par le faisceau se mettront à bouillir et s'évaporeront. Ces vapeurs se transformeront en de vastes nuages d'orage dans le ciel. Un vent puissant les poussera au-dessus des continents, de fortes pluies tomberont, inondant non seulement les villes, mais des pays entiers. Avec le déplacement des plaques tectoniques, les mers se soulèveront pour former de terribles tsunamis. Et d'énormes vagues s'écraseront sur les côtes. La Terre a donc été coupée en deux, et ce n'est que le début. La structure de la planète, ou plutôt de chacune de ses moitiés, est en train de changer. De forts tremblements de terre se produisent partout dans le monde. Les pires catastrophes se produisent près de la ligne de faille. Des milliards de tonnes de terre commencent à s'effondrer. Des glissements de terrain énormes entraînent des villes entières. Des morceaux de la Terre de plusieurs milliers de kilomètres de large sont projetés dans l'espace. Les créatures qui vivaient sur ces fragments sont emportées elles aussi. Certaines retombent sur la moitié de la planète dont ils sont le plus proches. Imagine un rocher de la taille d'une ville tombant du ciel. Maintenant, représente-toi des centaines, voire des milliers de ces pierres. Seuls ceux qui vivent loin de la ligne de fracture ont une chance de survivre. Mais même là-bas, les tremblements de terre détruiront les maisons. Et la Lune commencera aussi à projeter des débris. Ces éclats, tels une pluie de météorites, tomberont sur les deux moitiés de la Terre et leur impact sera d'une violence inouïe. Ces explosions provoqueront des incendies. Le ciel sera rempli de cendres et tant qu'elles ne seront pas dissipées, nous ne pourrons pas voir le Soleil. Les deux parties de la planète s'éloignent maintenant l'une de l'autre. Au milieu d'elles, le cœur brûlant de notre Terre est exposé. Ce noyau est composé de métaux en fusion. Chaque moitié du noyau exude une énergie comparable à celle d'une étoile. Entre les deux moitiés de la Terre, les températures sont si hautes que rien ne peut y survivre. Tout objet qui entre dans cette zone tombe immédiatement en cendres. La masse au niveau du noyau étant beaucoup plus importante qu'au niveau de la surface, la gravité y est aussi nettement supérieure. Le noyau attire tout ce qui s'en approche. Impossible de voyager d'une moitié à l'autre de la Terre. Les navettes n'ont aucune chance de résister à cette force. Les deux parties du globe vivent maintenant séparément. Normalement, le noyau est ce qui crée, en tournant, le champ magnétique de la planète. Ce champ est un bouclier qui nous protège du Soleil et de l'espace. Si ce bouclier est endommagé, les rayonnements solaires et cosmiques passent à travers l'atmosphère. Comme le noyau est lui aussi divisé, le champ magnétique de la Terre devient instable. Des coupures de courant surviennent sur les deux hémisphères. Micro-ondes, téléviseurs, bouilloires, feux de circulation, ordinateurs, plus rien ne fonctionne. L'écran de ton ordinateur portable ou de ton téléphone se met à clignoter. Les vidéos se figent et la batterie épuise sa charge en une seconde. Les satellites cessent de fonctionner, ce qui signifie qu'il n'y a plus de GPS. Les ondes radio à haute fréquence, utilisées pour les communications, sont coupées et tu ne peux plus ni téléphoner ni envoyer de messages. En fait, toutes les centrales électriques se seront peut-être enfoncées sous terre ou auront été inondées en raison des séismes. Et il se peut donc qu'il n'y ait plus d'électricité du tout. Certaines personnes sont sensibles aux tempêtes solaires et souffrent de graves maux de tête. Si le champ magnétique est endommagé, le risque est grand que les créatures vivantes souffrent toutes de fortes migraines. Les scientifiques devront inventer des casques spéciaux pour protéger les gens du soleil. Pour une protection totale, il nous faudra vivre dans des villes souterraines. Les aiguilles des boussoles ne pointeront plus vers le nord, elles tourneront simplement dans toutes les directions. Les oiseaux deviendront fous, ils ne sauront plus où voler pour passer l'hiver, car le sud n'existera plus pour eux. Tous les animaux cessent maintenant de migrer. Dans le ciel, les avions ne peuvent plus s'orienter. Les plantes et les fleurs ne peuvent plus pousser naturellement à cause de l'augmentation du rayonnement solaire. Le bétail est sous-alimenté, la qualité des produits se détériore, la famine sévit.
Les habitants des deux moitiés de la planète ne pensent plus qu'à survivre. Dans certains endroits plus proches de la faille, l'atmosphère terrestre est complètement détruite. Les conditions y sont désormais similaires à celles qui règnent dans l'espace. Il n'y a plus d'air, ni de chaleur. C'est seulement vêtu d'une combinaison spatiale que tu peux demeurer dans cette zone. Malheureusement, tu ne pourras ni sauter ni voler, car la gravité est toujours là. Par ailleurs, c'est la gravité qui constitue le salut de notre planète. En raison de la gravité, les deux parties de la Terre ne seront pas précipitées l'une sur l'autre. Au contraire, elles se tourneront autour et commenceront à se rapprocher. Dans 100 000 ans, les deux parties de la planète se reconnecteront et la Terre sera complètement renouvelée. Comme le noyau est fait de métal fondu, il formera à nouveau un seul cœur. Mais il faudra beaucoup plus de temps pour que la croûte terrestre elle-même se ressoude complètement. Une cicatrice se formera le long de la faille. Cette cicatrice sera recouverte de forêts et inondée par les océans. Mais il y aura encore de forts tremblements de terre à certains endroits. À ce moment-là, tous les êtres vivants auront probablement disparu. Sur notre planète, les conditions seront à peu près les mêmes qu'il y a 4,5 milliards d'années. Les mers et les océans seront en ébullition, la foudre frappera partout, les plaques tectoniques bougeront sans cesse et la lave s'écoulera des volcans en un flot rapide. La Terre ressemblera à une vaste marmite bouillonnante à l'intérieur de laquelle la vie apparaîtra progressivement. Comme la Terre aura diminué de taille et que le noyau n'aura pas beaucoup changé quant à lui, la gravité sera différente. Sur Terre, il sera plus difficile pour une personne ordinaire de marcher. On pèsera bien plus lourd. Dans de telles conditions, une nouvelle forme de vie jusqu'alors inconnue verra le jour. Aujourd'hui, l'atmosphère et les océans du monde sont pollués. La population augmente et les glaciers fondent. Dans l'avenir, les choses pourraient être bien pires encore pour notre planète. Dans 1000 ans, lorsque l'humanité aura maîtrisé le voyage spatial, nous pourrions décider de déménager. Nous commencerons à chercher d'autres planètes semblables à la Terre et nous trouverons peut-être une bonne candidate. Cependant, rien ne pourrait vraiment remplacer notre première demeure et l'humanité déciderait probablement de la guérir. Peut-être aurons-nous alors l'idée de diviser la planète en deux et de vivre d'un seul côté. Et au bout de 100 000 ans, notre Terre serait à nouveau saine et entière. Et si on divisait d'autres planètes? Comme elles ne possèdent pas de champ magnétique, elles ne seraient pas aussi affectées. Par exemple, Vénus et Mars n'ont ni mer, ni océan, ni lac. Certains scientifiques pensent qu'elles se sont asséchées lorsque le champ magnétique y a disparu. Cela a conduit à la destruction complète des atmosphères de ces planètes. Les vents solaires y ont soufflé si fort qu'il n'est plus resté aucun liquide à leur surface. L'atmosphère terrestre nous protège de ces vents et nous sommes en sécurité. Il n'y aurait pas de cataclysme majeur sur les autres planètes, à l'exception des tremblements de terre. Comme sur Terre, les deux parties de ces mondes tourneraient simplement l'une autour de l'autre, puis elles se reconnecteraient. Ah, la Terre, notre maison, le troisième rocher bleu en provenance du Soleil, la seule planète connue où la vie puisse prospérer. Nous avons environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, plus ou moins un équilibre parfait pour assurer notre respiration. La troposphère est la partie la plus basse et la plus dense de l'atmosphère terrestre, d'une épaisseur de 8 à 14 km. C'est une partie de l'atmosphère qui modifie sans cesse notre météo. Pour que la vie puisse exister, nous aurions besoin de cette atmosphère et de la même combinaison de gaz pour respirer. Si toutes les planètes de notre système solaire étaient combinées pour devenir une méga-Terre, les humains n'auraient pas évolué comme nous le faisons aujourd'hui et notre planète serait très différente. Si nous prenons le paysage de Mars, nous n'aurons que des terres solides sans grandes étendues d'eau. La Terre est la seule planète de notre système solaire avec des étendues d'eau. L'une des premières merveilles à voir sera l'Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire. Il surpasse de loin le mont Everest à 23 000 mètres au-dessus du sol. Valles Marineris est un groupe de canyons qui ferait passer le Grand Canyon des États-Unis pour un canyon ordinaire. Cette merveille s'étend sur près de 4000 km et a une profondeur de plus de 6 km. En plus de ces terrains gigantesques, il y a beaucoup d'autres endroits sur Mars qui sont beaucoup plus grands que ceux sur Terre. Notre planète pourrait être aussi grande que Jupiter. Si la Terre avait la taille d'un raisin, alors Jupiter aurait la taille d'un ballon de basket. Nous aurions la taille de Jupiter et les anneaux de Saturne flotteraient autour de nous. Les anneaux peuvent sembler être de gros morceaux de roche flottant dans le vide, mais ce sont en fait des particules de glace et des morceaux de roche glacés. Leur taille varie de celle d'un caillou à celle d'une voiture. Les anneaux de Saturne sont soutenus par la gravité particulière de la région.
Avec cette quantité de roches glacées qui flottent dans le ciel, il n'y aurait pas beaucoup de lumière solaire qui entrerait sur la planète. Ce qui signifie que la planète serait toujours plus froide que la normale. Sans parler des nombreuses lunes qu'elle possède. Notre mégaplanète pourrait aussi avoir de nombreuses lunes qui tourneraient au-dessus de nous, contribuant au raz-de-marée. Jupiter est connu pour sa tache rouge, une zone 2 fois plus grande que la Terre où des tempêtes semblables à des ouragans se succèdent depuis des centaines d'années. Les habitants de la mégaterre s'installeront loin d'elle. Mercure est une planète, mais ressemble à la Lune en raison de tous les cratères qui se trouvent dessus. Cela est dû aux nombreux astéroïdes et comètes qui l'ont frappé au cours de milliards d'années. Mais le paysage ici se compose principalement de montagnes, de hauts plateaux, de falaises et de vallées. Le bassin Caloris fait presque 1600 km de large. On pense qu'il a été formé par une comète. Les déserts de la Terre sont principalement chauds et se composent de dunes de sable, mais ils ont aussi des plaines plates et de petites collines. Le plus grand désert du monde est le continent antarctique tout entier. Mercure n'a pas d'atmosphère pour retenir la chaleur. Elle devient donc très chaude lorsque le Soleil lui fait face et glaciale lorsque la planète lui tourne le dos. Sur cette mégaterre combinée, les déserts auront très probablement un paysage similaire à celui de Mercure. Les animaux qui vivront ici seront probablement des scorpions géants et des serpents du désert qui profiteront du soleil pendant la journée et partiront à la chasse la nuit. Mais la montée en flèche des températures diurnes ferait fondre toute chose qui y marcherait. Et même si Mercure est la planète la plus proche du Soleil, ce n'est pas la plus chaude. Vénus a des températures de près de 480 degrés Celsius. Les scientifiques pensent que les terres ici sont plates à cause des températures extrêmes. Mais tout n'est pas plat. Il y a quelques volcans et des zones montagneuses. Nous pouvons probablement trouver ce terrain et ce climat près de l'équateur puisqu'il y fait toujours chaud. Les humains ne peuvent pas y vivre, sauf s'ils construisent des dômes spéciaux pour maintenir la vie. Mais comme la planète est maintenant immense, il n'est pas nécessaire de peupler tout son territoire. Certaines zones auront l'atmosphère adéquate pour respirer, mais d'autres endroits n'auront pas ce luxe. Au pôle, le climat ressemblera très probablement à celui de Pluton, même si techniquement ce n'est plus une planète. En 2006, elle a été officiellement déclarée planète naine, et elle est encore plus petite que la Lune. On ne sait pas grand-chose de cette petite roche flottante, si ce n'est qu'elle est composée d'environ 70% de roche et de 30% de glace. Les scientifiques pensent qu'une partie de sa surface est couverte d'azote gelé et de méthane, d'éthane et de dioxyde de carbone solide. Comme la mégaplanète est énorme, la gravité pourrait être assez forte ici. La gravité de Jupiter est suffisante pour doubler notre poids. Les humains seront probablement très massifs pour correspondre à cette énorme planète. Même les océans seront énormes. Nos océans ressembleront à de petits lacs comparés à ce que la mégaterre nous réserve. Les humains ont besoin de quelque chose de proche de 24 heures dans une seule journée. Notre corps s'y est très bien adapté. Mais cela ne nous affecterait pas trop si la journée avait quelques heures de plus ou de moins. Nous ne pouvons vivre sur aucune autre planète sans porter l'équipement approprié. Nous ne tiendrions pas plus de quelques secondes dans des endroits comme Jupiter, Neptune et Saturne. Il est possible de tenir aussi longtemps que tu peux retenir ton souffle sur Mars. L'atmosphère est mince et la gravité est similaire à la nôtre, mais tu risques de geler. Même s'il s'agit d'une planète rouge, elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au pôle recouvertes de dioxyde de carbone. C'est la même chose pour Mercure. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu peux retenir ta respiration et en te trouvant dans la zone idéale entre le lever et le coucher du soleil. Les civilisations antiques n'auraient pas été aussi diverses que sur Terre, car les terrains et les conditions extrêmes n'auraient pas permis les explorations et les échanges. Mais au fur et à mesure que les humains développeraient des technologies spéciales pour certaines régions, différentes cultures émergeraient. De nombreux animaux auraient également évolué de manière spécifique et unique. Mais en raison de l'énorme taille de la planète et de son isolement, et du fait de leur position au sommet de la chaîne alimentaire, certains animaux pourraient avoir été présents depuis les débuts de la planète sans évoluer. Il est donc possible que cette mégaterre abrite d'anciens dinosaures et qu'ils soient encore plus grands que ceux de la Terre. Et même s'il y a de fortes chances que certains humains soient physiquement différents les uns des autres, il pourrait même y avoir plus d'une espèce humaine vivant aux deux extrémités de la planète. En raison de leur isolement, ils ont évolué à leur manière en fonction de leur environnement. Au fil des siècles, les progrès technologiques ont permis de diffuser les diverses cultures et nous sommes devenus plus ouverts les uns aux autres. Les Néandertaliens et les Homo sapiens vivaient autrefois côte à côte et étaient considérés comme les deux espèces d'humains.
Les Néandertaliens étaient intelligents et utilisaient des outils pour chasser et dessiner. L'Homo sapiens est un survivant qui s'est déplacé pour découvrir de nouvelles terres. Il pourrait y avoir 2 espèces humaines dominantes et d'autres mineures qui vivraient dans certaines régions de la mégaterre. Ils seraient plus grands, plus forts et plus rapides que nous. Ceux qui vivent près des arbres auraient des membres allongés pour s'étirer et se balancer d'arbre en arbre. Ceux qui vivent dans les savanes risqueraient de courir très vite et d'avoir de longues jambes pour cela. Les pays et les villes seraient plus grands que ceux de la Terre actuelle. Un pays pourrait être aussi grand que la Terre elle-même. La population humaine pourrait atteindre des dizaines de milliards d'individus. Des technologies de transport spéciales pourraient être inventées pour permettre aux gens de voyager d'un continent à l'autre. Parcourir ces distances pourrait prendre des mois, voire des années, avec des avions ordinaires. Des trains à grande vitesse qui se déplaceraient très vite sur la Terre et des avions semblables à des fusées dans le ciel. Pour voyager à travers les océans, il faudrait des navires extrêmement robustes. Traverser l'océan Atlantique est déjà effrayant pour beaucoup. Alors imaginez un voyage à travers une masse d'eau qui ferait potentiellement 8 fois la taille de la Terre. Nous aurions besoin d'un plus gros bateau. Il y aurait des zones à éviter, comme la tache rouge et ses tempêtes perpétuelles. Mais l'industrie touristique pourrait avoir une chance d'accueillir tous ceux qui veulent la voir. Vivre sur une planète aussi gigantesque n'est pas près de devenir une réalité pour la plupart d'entre nous. Mais les scientifiques discutent déjà de la possibilité de se déplacer vers d'autres planètes afin de trouver un nouveau foyer pour l'humanité. Tu te réveilles et une forte odeur d'œufs pourris frappe tes narines. Tu regardes autour de toi et tu réalises que l'odeur ne vient pas de la cuisine. Il fait très chaud et il y a des nuages rouges géants dans le ciel. Mince, tu es sur Vénus. La planète porte le nom de la divinité romaine antique de la beauté et de l'amour. Mais malheureusement, son odeur ne fait pas vraiment honneur à son nom. L'atmosphère de Vénus est composée principalement de dioxyde de carbone, mais d'épais nuages d'acide sulfurique cachent complètement sa surface aux yeux indiscrets. Le soufre dégage une très mauvaise odeur, ce qui fait que la surface de Vénus sent l'œuf pourri. L'atmosphère de la planète est aussi très chaude et épaisse. Le dioxyde de carbone piège une petite quantité d'énergie du Soleil qui atteint la surface de la planète. Cet effet de serre fait de Vénus l'un des endroits les plus chauds du système solaire. La bonne nouvelle est que tu ne pourras de toute façon pas respirer la puanteur de la planète, car les humains ne peuvent pas survivre à sa surface. C'est un soulagement. Presque toutes les autres planètes de notre système solaire n'ont qu'une palette réduite d'odeurs à leur surface, contrairement à la Terre. Mais qu'en est-il de notre Lune ? Son odeur est similaire à ce qu'on appelle la poudre sans fumée, qui est un propulseur utilisé dans les armes à feu. En gros, la poussière du satellite a exactement la même odeur que lorsqu'on tire un coup de feu. Le pilote d'Apollo 17, Eugene Cernan, a déclaré qu'il pouvait la sentir juste après avoir retiré sa combinaison du vaisseau spatial. Mais personne ne sait exactement pourquoi cela sent comme ça, car il n'y a aucune similitude entre les deux substances. La poudre sans fumée est composée d'un mélange de 2 éléments au nom sophistiqué, la nitroglycérine et la nitrocellulose. La poudre noire, son homologue plus ancienne, est composée de charbon de bois, de salpêtre et de soufre, ce qui lui donne une odeur très spécifique, mais pas celle des œufs pourris malgré la teneur en soufre. La poussière de Lune est composée d'un tas de choses qui proviennent principalement de météorites brisées. Cela comprend du fer, du magnésium et du calcium, mais elle ne contient aucun des éléments contenus dans la poudre sans fumée ou dans la poudre noire. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que les échantillons de poussière de Lune rapportés sur Terre étaient inodores. Selon les experts, l'odeur pourrait être due à la poussière qui réagit avec l'oxygène ou l'eau à l'intérieur de l'atterrisseur. L'odeur pourrait aussi être due à la libération temporaire de particules chargées du Soleil qui s'étaient retrouvées piégées dans la poussière. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, mais elle n'a pas vraiment d'odeur forte. C'est parce que son atmosphère est très fine et dispersée. Comme Vénus, Mars n'a pas l'odeur la plus agréable qui soit. C'est une bonne chose que nous ne puissions pas respirer son air. La planète rouge sent elle aussi l'œuf pourri. Encore une fois, à cause du soufre. Si des colonies humaines s'installaient sur Mars, il semble que nous devrions brûler beaucoup de bougies parfumées pour couvrir l'odeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que les quantités de soufre sont assez faibles, donc l'odeur ne serait pas trop envahissante.
Jupiter a aussi une odeur d'œuf, mais sent aussi un peu comme si elle avait été mélangée à des produits de nettoyage. C'est parce que son atmosphère est un mélange de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac. Mais ce que tu sens dépend principalement de l'endroit où tu te trouves dans l'atmosphère de la planète. Certaines régions ont des concentrations plus élevées d'ammoniac. Cette substance est utilisée dans un tas de produits de nettoyage ici sur Terre, donc les régions à forte concentration d'ammoniac pourraient avoir cette forte odeur irritante du liquide de nettoyage. Beaucoup de gens disent aussi que l'ammoniac sent comme une paire de chaussettes sales qui n'ont pas été lavées depuis longtemps. Alors il vaut mieux éviter ces régions de la planète. D'autres régions ont beaucoup de sulfure d'hydrogène, et comme il contient du soufre, ces régions sentiraient aussi l'œuf pourri. La troisième et dernière odeur que tu trouveras sur Jupiter est celle des amandes amères ou de la pâte d'amande, comme celle que ta grand-mère met dans les gâteaux pendant les fêtes. C'est dans les zones où une substance appelée cyanure d'hydrogène est la plus répandue. Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. Elle est si massive qu'elle est 2,5 fois plus grande que toutes les autres planètes du système solaire réunies. C'est aussi la planète qui tourne le plus vite dans notre système solaire. Prochaine étape, la planète aux anneaux, Saturne. Son atmosphère est composée d'environ 96% d'hydrogène et de 4% d'hélium. Oui, c'est ce fameux gaz qui te donne cette voix de dessin animé. L'hydrogène et l'hélium sont inodores, donc Saturne n'a probablement pas d'odeur forte. Elle contient cependant des traces de notre vieil ami, l'ammoniac, le gaz à l'odeur de chaussettes sales. L'atmosphère de Saturne contient aussi un peu de phosphine, qui peut parfois sentir l'ail ou le poisson en décomposition. Il pourrait donc y avoir une légère mauvaise odeur dans l'air. L'épaisseur de l'atmosphère de Saturne n'est que de 60 km. À titre de comparaison, notre atmosphère ici sur Terre a une épaisseur de presque 480 km. Saturne est également balayé par certains des vents les plus puissants de notre système solaire. Ils peuvent atteindre la vitesse impressionnante de 1800 km/h. L'une des lunes de Saturne, appelée Titan, a une odeur très bizarre. Son atmosphère est composée d'une substance appelée benzène, qui a des effets vraiment étranges si nous, les humains, l'inhalons. Elle peut nous donner des vertiges et faire siffler nos oreilles. Mais elle ne sent pas si mauvais que ça. Son odeur ressemble un peu à celle des amandes. Il est maintenant temps de faire un plongeon sur Uranus. Cette géante gazeuse a acquis la réputation d'être la planète la plus malodorante de tout le système solaire. Il y a beaucoup de choses puantes qui flottent sur la planète, et sa haute atmosphère est principalement composée de sulfure d'hydrogène. Oui, toujours cette molécule qui donne aux œufs pourris une odeur si désagréable. Mais les températures sont si extrêmes sur Uranus que tu mourrais avant même d'avoir eu la chance de sentir quoi que ce soit. L'atmosphère d'Uranus affiche une température stupéfiante de moins 235 degrés Celsius. C'est tellement froid que cela gèlerait presque instantanément n'importe qui. La dernière planète de notre système solaire est Neptune, et elle est tout aussi froide qu'Uranus, avec une température de moins 225 degrés Celsius. Neptune sent aussi très mauvais. Certains scientifiques disent qu'elle sent les algues échouées sur le rivage. D'autres disent encore qu'elle sent l'œuf pourri, car elle contient un tas de molécules de sulfure d'hydrogène. Mais comme sur Uranus, tu n'auras pas le temps de respirer cette odeur désagréable. Étant la planète la plus éloignée de notre Soleil, elle est sombre, d'un froid glacial et balayée par des vents supersoniques. Personne ne serait capable de survivre face à l'un des ouragans glacés qui font constamment rage sur la planète. Neptune est la seule planète de notre système solaire qui ne soit pas visible à l'œil nu. Nous avons parlé des planètes, mais quelle est l'odeur de l'espace lui-même ? Eh bien, l'espace est principalement un vide, ce qui signifie qu'il ne contient en fait aucune molécule. Donc, il n'y a pratiquement rien à sentir. Mais certains astronautes ont déclaré que l'espace sentait un peu la viande grillée ou le métal chaud. Cette odeur est le plus souvent signalée dans les premiers instants après que les astronautes soient rentrés dans le vaisseau spatial. Ils ferment le sas, repressurisent et retirent ensuite leur casque. Mais il existe un tas de théories suggérant que l'odeur de viande ne soit pas vraiment due à l'espace. Elle provient soit de l'équipement qui fait fonctionner le sas, soit des interactions entre les particules spatiales et les combinaisons spatiales. L'astronaute Tony Antonelli a déclaré que l'espace a clairement une odeur qui est différente de tout le reste. En parlant de ses collègues qui rentrent dans le vaisseau, un autre astronaute, Don Pettit, a dit qu'il avait remarqué que cette odeur était sur leurs combinaisons, leurs casques, leurs gants et leurs outils.
En revanche, nous savons avec certitude que les comètes ont une odeur. Si tu pouvais inhaler une grosse bouffée d'une comète, tu te sentirais probablement étourdi et peut-être même malade. L'odeur des comètes est comme un mélange d'œufs pourris, de vieilles chaussettes puantes, d'amandes, et il y aura aussi un soupçon de laboratoire de dissection biologique. Le bon côté des choses, c'est que la présence de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de soufre bloquerait ton odorat après la première bouffée. Donc au moins, la puanteur ne durerait pas. La mauvaise nouvelle, presque tous les ingrédients qui composent l'odeur d'une comète sont toxiques. Alors tu voudras probablement éviter d'entrer en contact avec eux.